surveille ton code. Je suis chercheur à l'INRA en économie au sein de l'UMR Agir, basé à Toulouse, et je travaille depuis une dizaine d'années sur le conseil agricole, les transformations des services et les conséquences qu'ont ces transformations sur les dynamiques d'innovation. Et j'ai participé depuis quelques années à différents projets européens, notamment le projet ProAquis, qui a eu lieu de 2012 à 2015, et le projet AgriLink, que je coordonne depuis juin 2017. Et je pense qu'à travers ces projets, on peut mettre en regard des situations européennes différentes qui nous permettent de mieux comprendre quelles peuvent être les transformations des métiers des conseillers agricoles et à travers ces transformations, les nouveaux besoins en compétences et en formation des conseillers. Et j'en donnerai 2 ou 3 illustrations à travers des exemples pris dans différents pays, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis. Une des choses qu'on observe aux États-Unis, c'est le développement d'une offre de conseil basée sur le travail de conseillers indépendants. Et dans la plupart des temps, il s'agit de très petites entreprises. Et par exemple, en Irlande, plus d'une de ces entreprises sur 2 sont des entreprises individuelles, c'est-à-dire basées uniquement sur le travail d'un conseiller indépendant. Ça pose 2 questions. Le premier, c'est que quand on regarde le contenu de ce que font ces conseillers, on est plutôt sur un conseil stratégique, un conseil global, dans lequel les agriculteurs accompagnent les choix stratégiques des agriculteurs à travers plutôt des méthodes de coaching qui peuvent impliquer de se former en méthode d'accompagnement et en pédagogie. La deuxième chose, c'est que pour ces firmes de très petite dimension, il peut être difficile de dégager du temps pour se former et pour former les conseillers. Du coup, derrière, ça pose des questions d'enjeux collectifs, de comment on s'organise, comment on crée des réseaux de conseillers pour accéder à des connaissances ou à des interactions avec des chercheurs dans le cadre de projets. Et derrière cette création de réseaux, il y a aussi d'autres enjeux qui sont plus des enjeux de comment on structure une profession de conseiller. Donc ça peut être par le biais d'associations, comme c'est le cas dans un certain nombre de pays germaniques, mais ça peut être aller plus loin avec la constitution de véritables corps professionnels, tels qu'on peut l'observer au Canada ou en Italie par exemple, où pour être conseiller, il faut appartenir au corps d'agronome, c'est-à-dire satisfaire des niveaux minimums de formation initiale et ensuite souscrire à des systèmes de formation continue tout au long de sa vie professionnelle. Avec là aussi des débats sur comment on hiérarchise et valide ces différents types de formations qui contribuent au fait d'appartenir à ce corps de conseillers. Un deuxième exemple que je présenterai rapidement est le cas de conseils qui se développent plus autour d'outils technologiques ou de capteurs ou de drones par exemple, où là on voit beaucoup de petites startups de conseils qui vendent ces applications. Et ça pose aussi des besoins en compétences nouveaux pour les conseillers, d'une part des compétences techniques évidemment, mais aussi des compétences pédagogiques hautes, c'est-à-dire pour être capable de fournir ces solutions, il faut être capable de les intégrer aux pratiques quotidiennes des agriculteurs. Et puis enfin, ça pose des questions réglementaires, notamment autour de l'utilisation des données de l'agriculteur. Par exemple, si j'utilise le drone chez un voisin, à qui appartiennent les données que j'ai recueillies en survolant ces parcelles? Enfin, un troisième exemple que je souhaiterais donner, qui est assez radicalement différent, c'est le suite de conseils qui se développent autour de communautés rurales au sens large, par exemple aux États-Unis, où certains services de conseil publics liés à l'université ont décidé de recentrer leurs conseils non plus sur les agriculteurs, mais sur les communautés rurales au sens large, en intégrant les habitants, aussi les habitants de communautés qui n'ont pas directement une activité agricole. Et ça change assez concrètement le contenu du conseil, c'est-à-dire que quand on parle d'alimentation, on va partir des pratiques des gens et travailler concrètement sur des ateliers de cuisine qui regroupent agriculteurs, conseillers, diététiciens et des hommes et des femmes qui au quotidien cuisinent chez eux. Idem sur les questions d'écologie des prairies par exemple, on va travailler non seulement avec des agriculteurs mais aussi avec des citoyens qui se posent des questions de pratique sur leur pelouse ou leur prairie récréationnelle. Donc tout ça pour illustrer le fait que dans ce cas-là aussi, on va devoir changer potentiellement les méthodes de conseil et la façon dont on interagit avec ces populations en se basant sur les réseaux sociaux qui animent ces collectivités. Donc au final, il me semble que quand on regarde un petit peu les transformations du conseil dans différents pays, on voit d'une part qu'il y a une diversité de méthodes et de compétences qui sont nécessaires pour accompagner différents types de populations. Et enfin, d'autre part, qu'il y a des enjeux d'organisation collective des conseillers dans différents contextes.